Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 bonheur. Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Carla, 44 ans, qui est assistante sociale et qui réside à Jujal-Nazareth, si je le prononce bien. Bonjour Carla. Bonjour, c'est ça. Comment vas-tu? Bien, écoute, je te remercie. Tu habites à Jujal-Nazareth, je ne connaissais absolument pas. Je vais te poser la question récurrente de cette émission. Comment s'appellent les habitants de ta ville? Les Jujalois, je pense. J'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question, mais je pense que c'est ça. Donc, parce qu'en fait, Jujal et Nazareth, c'est deux communes qui sont côte à côte et qui ont été réunifiées il y a un petit moment de cela. Et donc, je ne sais pas si le nom des habitants a changé au moment de la réunification des deux communes. D'accord, bah écoutez, chers auditeurs, à vos recherches et j'en ferai tout autant. Dans quel département se trouve cette ville que je ne connaissais pas jusqu'alors? En Corrèze. Waouh, ça doit être beau. Mais écoute, c'est un département qui est très vert. Il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Il y a des endroits qui sont très peu peuplés. Jujal, il y a 900 habitants, ça fait quand même pas mal comparé à des communes où il y en a 100. Et puis oui, c'est assez ouvert. Eh bien, ça donne envie. Et tu disais que c'était un endroit très ouvert, donc je vais continuer avec mes transitions pourries. On parle d'ouverture. Et en termes d'ouverture, quoi de mieux qu'une assistante sociale parce que c'est ton métier. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots en quoi consiste cet emploi? Alors, assistance sociale de manière générale, c'est un métier qui consiste à accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés et à voir avec eux, c'est toujours mieux de mon point de vue, comment on peut les aider à lever les difficultés et surtout à prendre conscience qu'ils peuvent changer ou du moins impulser des changements dans leur vie. Sans penser que qu'ils sont dépossédés de tout parce qu'ils sont en difficulté et que ils n'ont plus aucune action sur leur environnement personnel. Et ensuite, moi spécifiquement, je travaille pour l'éducation nationale et pour les personnels. Donc ça veut dire que j'accompagne les personnels qui rencontrent des difficultés et que je fais le lien avec l'institution pour laquelle je travaille et les établissements scolaires et les autres services qui peuvent les aider. Et toujours la même idée, c'est de leur permettre en tout cas de pouvoir lever les difficultés qu'ils rencontrent dans leur situation, leur donner des conditions ou leur permettre de trouver les conditions pour qu'ils puissent être bien dans leur métier, qui est généralement d'accompagner les enfants et de transmettre aux enfants. Et je me dis que qu'un enseignant qui est bien dans sa peau transmet forcément mieux et accompagne nécessairement mieux les enfants. En fait, ma visée, c'est les enfants, mais en me disant qu'il faut d'abord passer par le vecteur qui est le personnel, le mettre en condition, en tout cas lui donner la possibilité de pouvoir s'ouvrir et d'avoir un lieu où il puisse se poser et poser sa parole. Après, si les enfants peuvent en profiter, je me dis, c'est une mission, une petite mission de remplir, et ma foi, c'est pas mal. Oui, c'est même plus que pas mal parce que finalement, tu veilles sur ceux qui veillent sur les enfants et c'est très d'actualité en ces temps où on parle de plus en plus de charge mentale au travail et où en France, on commence enfin à s'occuper, on ne voit plus le personnel comme des gens qui font prospérer les entreprises ou les associations et autres, mais en termes de personnes, ça a l'air simple de dire ça, mais pas tant que ça. Et je trouve que ce que tu fais est très très honorable et la manière dont tu en parles fait plaisir parce qu'on sent que tu aimes ce que tu fais et on sent que tu réfléchis à ce que tu fais et que tu y mets du cœur. Et non, ça fait plaisir. Et justement, en parlant de plaisir, est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien avec, par hasard, ta profession ou pas du tout? Pas du tout. Ça a à voir avec le dépassement de soi et l'idée aussi de se prouver à soi-même qu'on peut encore faire des choses. Là, pour le coup, ce dont je souhaite parler, c'est du vélo. C'est un outil, un moyen de déplacement que je n'ai jamais utilisé, sur lequel je ne suis jamais montée avant mes 26 ans. C'est vrai? Et en fait, ouais. Mm-hmm. Ouais. Et ensuite, donc, j'ai rencontré mon conjoint, qui est le père de mes enfants, et il m'a fait découvrir le vélo chez ses parents en Corrèze, à Beaulieu-sur-Dordogne. D'accord. C'est une petite ville qui est très jolie, qui est le long de la Dordogne, et donc il m'a appris sur son vélo à lui, un vélo de garçon, que ses parents lui avaient offert quand il était adolescent, un Peugeot.
ça compte parce que c'était un Made in France et qu'aujourd'hui les vélos Peugeot Made in France sont très rares. En tout cas, il m'a dit que ça avait de la valeur, quelque chose qui était fait en France, bien fait et qui était cher et qui dure dans le temps puisqu'il est toujours là. Donc mon premier contact avec le vélo a été plutôt rude. Alors j'avais pas d'équilibre. 2, pour mon conjoint, ça avait l'air très simple, puisqu'il m'a dit, tu montes dessus, tu pédales. C'est une chose. Je suis montée dessus, je me suis fait mal dans l'entrejambe. Ouh là là. Je l'ai vu faire. Donc j'ai quand même continué, parce que je me dis, après tout, c'était dommage que je lâche, alors que lui avait l'envie d'apprendre, que moi je ne connaissais pas. Donc comme je ne connaissais pas, il fallait que j'aille la découverte. Donc j'ai fini par trouver l'équilibre, mais j'ai pas refait de vélo après. En plus à l'époque on habitait en région parisienne, donc on n'avait pas de vélo là-bas. On faisait soit à pied, soit en métro, soit en voiture. Donc j'en ai pas refait. Puis après les enfants sont nés. Les enfants sont nés et comment dire, ma première a appris à faire du vélo et là je me suis dit mince, on est en Corrèze. Je vois beaucoup de gens qui ont des vélos, qui font leur balade. Ça avait l'air simple. Hein. Oui. Et puis je me dis, et moi, quand ma fille saura faire du vélo, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais marcher à côté d'elle? Parce qu'au début, oui, mais à la fin, non. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette, que je me remette à faire du vélo. Et en fait, je me suis vraiment décidée quand mon deuxième a commencé à faire du vélo. Parce qu'il a vu que sa sœur en faisait, il a vu qu'elle était à l'aise à vélo. Et là, il s'est dit, il a voulu faire comme elle. Donc, il a appris beaucoup plus vite. Et je me suis sentie, en fait, derrière, parce que mon conjoint savait faire du vélo. C'est lui qui leur a appris. Bon, moi, j'encourageais. Eux, ils avaient plaisir à faire. Ils connaissaient pas, mais ils avaient plaisir à faire. Et moi, c'était encore balbutiant. Alors, certes, j'avais l'équilibre, mais j'avais pas repédalé tant que ça. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et là, je me suis sentie vieille. Pas vieille, parce que je me sens bien dans ma peau. Oui. Mais je me suis dit, enfin, t'étais pas à la hauteur. Tout le monde va faire du vélo. Quand ils voudront aller faire des balades, parce qu'après, c'est ça l'idée. C'est pas de faire les tours de jardin au début. Mais après, on a envie de plus. Bien sûr. Et donc, j'ai dit, il faut que tu te lances. Il faut que tu prennes ton courage à 4 mains et que tu y ailles. Donc, ça a été compliqué. Oui. Compliqué parce qu'en fait, il y avait le regard des enfants qui savaient faire. Que moi, je me disais, je sais pas faire. Si ça se trouve, je vais tomber. Il y avait l'appréhension de tomber, l'appréhension de la descente, maîtriser le vélo. Et les premières fois, je me suis gagnée les comédies. Je suis tombée sans casque, je suis tombée avec casque, j'avais du mal à faire les montées, c'était pénible. Et puis j'ai continué. Et puis en plus, ils m'encourageaient. Oui. Donc c'était assez valorisant. Mais j'avais la peur de monter sur le vélo, de me dire est-ce que je vais retrouver l'équilibre. Quand j'arrivais à trouver l'équilibre, après il fallait que j'arrive à freiner. Et il fallait que j'accepte de porter le regard devant. En plus, le vélo, c'est pas comme la voiture. Dans la voiture, il y a l'habitacle qui te protège. Le vélo, il y a que le vélo. Il y a rien à part le casque. Et toi qui dois savoir freiner pour pouvoir t'arrêter à temps, pour pouvoir faire ton demi-tour, pour pouvoir tourner, pour faire plein de choses. Et ce dont j'avais pas conscience, c'est qu'il fallait maîtriser son outil. Oui. Un vélo, ça se maîtrise. Il faut connaître. Il faut connaître les vitesses, les plateaux. Il faut savoir changer de vitesse, il faut savoir changer de plateau au bon moment. Non, mais ça, j'ai appris parce que mon fils m'a dit, oui, mais alors, ils font du triathlon tous les deux. Et donc, ils font du vélo. Oui, mais maman, tu sais, quand tu arrives à une côte, il faut changer avant. Il me l'avait dit, mon conjoint. Oui. C'est pas pareil. Il faut changer les vitesses, mais il faut les changer avant. Pas trop vite, parce que sinon tu risques de dérailler. Dérailler, qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas. Donc, j'ai déraillé. Avant, j'avais jamais déraillé. Mais j'ai fini par dérailler. J'ai fini par dérailler lorsque j'étais un peu plus à l'aise. Oui. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tour avec mon conjoint, j'ai suivi, je suis toujours derrière, là il n'y a pas de souci, mais mon plaisir c'était de me dire c'est que je suivais quand même, c'est-à-dire que je suis tombée, toutes les fois où je suis tombée, j'ai pas toujours dit, parce que je me suis dit merde quand même, et puis j'enrageais de me dire en fait que j'arrivais pas à faire comme eux, que j'arrivais pas à monter une côte, que j'arrivais pas à freiner, que je ne sentais pas le vélo. En fait, je n'avais pas en main l'outil sur lequel j'étais. Et ça, il y a eu des choses qui m'échappaient. Donc au final, on a pédalé ensemble. On a pédalé d'abord tous les 4. Et c'était plus ou moins rassurant parce que je me disais, mon compagnon était là, tout le monde regardait s'il
allait bien, si j'étais pas tombée, si je tenais toujours. Et moi, je me disais, merde, il faut que tu y ailles, il faut que tu avances, il faut que tu avances, il faut que tu avances. Donc, j'ai fait des tours avec eux. Et en fait, mes victoires, c'était de me dire, mais au final, le vélo me faisait peur parce que je me disais que il fallait tenir debout. Si j'avais pas l'équilibre, si je m'arrêtais, il fallait que je remonte. Si je descendais, il faut que je remonte. Est-ce que je vais savoir repartir? Et au final, ce sont des choses que j'ai faites petit à petit, et avec les enfants qui me disaient, ça va maman, tu vas y arriver maman, allez maman. Et quand ils étaient tout en haut de la côte et que je montais tout doucement, que je m'arrêtais, que je reprenais, ils me disaient, ah allez maman. Et ça me donnait de la force parce que je disais, bon, malgré tout, je suis la dernière, ils m'attendent, je les retarde parce que eux, vu leur aisance, et les enfants apprennent beaucoup plus vite, ils allaient beaucoup plus loin, enfin, ils auraient fait plus de tours que ça, mais ils m'ont quand même attendu. Ils m'ont quand même attendu et on a quand même avancé ensemble. Et à la fin, j'étais super contente parce que je me suis dit, mais malgré tout, tu as réussi, tu es allé avec eux, tu fais des balades. Et le fait de ne pas avoir lâché parce que je me disais que j'allais pas y arriver, en tout cas, c'est pas si aisé que ça. Enfin, à mon âge, je trouve que c'est pas si aisé. Oui. Et puis, en Corrèze, c'est pas tout plein. Il y a des montées et ça descend. Et alors, les descentes, quand on les prenait, j'étais les mains sur le frein et je freinais tellement que je finissais par en avoir mal aux mains et mal aux poignets. Et les enfants me disaient, oui, mais maman, en descente, faut te laisser aller. Oui, il faut te laisser aller. Alors, ce qui est bien, c'est cette sensation de liberté. Quand tu descends, quand tu sens le vent là qui souffle, et ça va vite, ça va tellement vite que je me dis, oh, et si je tombe, et donc là je freine, je sens toujours je sens toujours la vitesse, mais c'est pas la même allure. Pour autant, je me dis, tu descends quand même, tu n'es pas tombé, tu restes debout, tu regardes droit devant toi et tu avances quand même. Et en fait, c'est d'être toujours en mouvement, malgré tout, d'être toujours en mouvement, même si je continue à avoir certaines impulsions, mais d'être toujours en mouvement. Donc, ce que j'ai fait au moment où j'étais libre, où les enfants n'étaient pas avec moi, j'ai pris mon vélo et j'ai pédalé. J'ai pas fait une grande distance, hein, mais j'ai pédalé quand même. Et je butais toujours sur les montées. Les montées, elles sont pas longues, ça brûle les cuisses. Oui. Ça brûle tellement que je m'arrêtais. Je n'en pouvais plus. Et au début, mon fils m'a dit, oui, mais maman, il faut continuer à pédaler. Donc, j'ai pédalé, mais j'avais l'impression que j'ai pédalé trop vite. Et en plus, je n'avais pas conscience que quand on pédale, ça prend quand même sur le souffle. Parce qu'à un moment donné, je me sentais essoufflée. Et mon fils m'a dit, oui, mais maman, il faut y aller tout doucement, mais il faut continuer à pédaler. Donc, j'ai écouté ce qu'il a dit et j'ai fait des sorties seules. Alors, la première sortie que j'ai faite seule à vélo, je me suis faite mal. Alors, vraiment mal. J'ai fermé ma bouche, mais je l'ai senti passer. Et j'ai eu du temps, en fait. Et puis, je garde la cicatrice sur le bras, ce qui me fait un peu suer. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'étais contente d'avoir fait la sortie seule. Et ça m'a mis un peu plus en confiance. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est est-ce que finalement, je ne me cache pas derrière les enfants pour faire des sorties en vélo? Et est-ce que je suis capable de faire une sortie seule, sans personne? Et je me suis rendu compte que oui. Et au final, quand j'ai fini la sortie, quand je pédale seule, j'ai hâte de m'arrêter. Parce que je suis seule, parce que c'est en bord de route souvent, qu'il y a des voitures qui passent et que quand les voitures passent, elles passent à vive allure, mais j'ai un frisson qui me parcourt le dos et je suis pas à l'aise. D'accord. Donc, la sortie, je l'ai faite, je l'ai finie, mais je me suis dit, tu es capable de... Alors, après, j'avais envie d'y retourner, mais j'ai mis du temps. Et au final, j'arrive à faire du vélo, j'arrive à en faire seule, j'arrive à accélérer, j'arrive à mieux connaître les plateaux, à savoir comment il faut changer. J'ai déraillé, j'ai re-raillé, j'ai parcouru de plus longues distances et maintenant, à force de le faire, j'ai envie de faire du cyclotourisme, c'est-à-dire faire des sorties à vélo, de plus longues sorties, camper et continuer mon périple à vélo. Parce que je trouve que c'est, c'est la liberté, c'est une façon de vivre des vacances, mais aussi de vivre le territoire sur lequel on circule autrement. Oui. On voit autre chose à vélo à pied ou encore qu'en voiture. Et on a la possibilité de s'arrêter, on peut repartir. Alors, c'est physique, hein, ça demande du souffle, ça demande du travail sur les jambes, ça demande de l'endurance, ça demande aussi de la volonté parce qu'il faut continuer, même quand tu sens que t'as pas fini. Parce qu'au final,
quand c'est ton seul moyen de déplacement, il faut partir d'un point A, il faut arriver à un point B. Et si le point B, c'est là où tu dois dormir, et à un moment donné, il faut quand même y aller. Mais ça, je sais pas, ça a quelque chose de moteur. Et de me dire que je peux faire ça avec les enfants, je me dis, waouh, au final, je suis toujours capable de. Et je me dis, il suffit de il suffit de le vouloir, il suffit de le mettre en pratique et il suffit de continuer. Et même quand c'est compliqué, eh ben, c'est de continuer, c'est de persévérer. Et c'est cette persévérance-là. Et puis c'est le regard des enfants avec qui, je pense, sont contents de voir que je peux faire des choses avec eux. Eh ben, je trouve ça vivifiant. Ça a quelque chose ça booste. Oui. Et c'est une grande joie de me dire, avec 44 ans, j'ai réussi à faire des parcours plus longs avec les enfants. Je suis sortie déjà seule avec mon fils. Et au fait de ne pas, d'arriver à dépasser aussi le regard des autres. Parce qu'il y a aussi ça. Et d'avoir pu dire à d'autres personnes que je n'avais jamais fait de vélo, que j'en fais depuis peu et que je fais des choses avec les enfants. Ouais, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien et c'est une victoire sur moi-même. Et chaque fois que je suis sur le vélo, je suis contente parce que je sais d'où je suis partie. Et je sais pas encore jusqu'où je peux aller parce que ça n'est qu'un début et j'ai envie d'en faire. Waouh, bah quel bonheur, c'est oui, tu dis c'est bien, c'est beau, c'est bon et je trouve que c'est toute une métaphore de vie aussi et je ne peux m'empêcher aussi de faire le lien avec l'épisode précédent que nous avons eu de Francine que je vous invite à aller écouter ou réécouter qui parlait de dépasser ses peurs et qui elle aussi à 52 ans a bravé certaines choses et ça me fait vraiment penser à ça d'une autre manière parce que à un moment tu as dit je me sentais derrière. J'ai trouvé ça fort parce que se sentir derrière, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour d'autres aussi, ça peut vouloir dire se sentir exclu parce que on n'arrive pas à faire quelque chose ou on a peur de le faire. Ça peut vouloir dire se sentir amoindri, dévalorisé, plein de choses. Et oui, ce que j'aime énormément dans ton bonheur, c'est tu avais parlé de dépassement de soi, c'est tout à fait ça. Mais je vois aussi l'importance des gens qui te soutiennent, l'importance de croire en soi-même, l'importance de ne pas se laisser décourager par les fois où l'on tombe aussi. Et la persévérance, enfin, c'est tellement riche tout ce que tu nous apportes et c'est tellement transposable aussi parce que il est vrai que toujours en rapport avec l'âge, plus on vieillit, plus on grandit, on vieillit et plus on a peur d'apprendre. D'ailleurs, on dit que c'est pour ça que les adultes ont des difficultés à apprendre parce qu'ils ont peur en fait du regard des autres, ce dont n'ont pas peur les enfants. Et du coup, ces peurs génèrent certains blocages, mais que tu as su dépasser et bravo pour ça. Bravo et merci de partager avec nous ce bonheur parce que je le trouve très 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 encourageant pour quiconque l'écoute, quel que soit l'âge et quelles que soient les circonstances, parce qu'à un moment, on a tous envie d'apprendre à faire du vélo de manière métaphorique et on a tous certains blocages qui nous en empêchent, mais tu nous donnes les clés pour pouvoir les dépasser. Ouais, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est porteur. Mais c'est vrai aussi ce que tu dis qu'on a toujours peur en grandissant et en vieillissant, on a peur du regard des autres. Et en même temps, je me dis, en tout cas, ce qui me porte, c'est de me dire que, moi, en tout cas, de par ma personnalité, j'ai besoin de mouvement. Et en fait, quand je sais faire quelque chose, ma crainte est toujours de me dire, et ensuite, est-ce que c'est tout? Enfin, comment? Mais après, ça me fait aller dans plein de sens. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ou est-ce que tu ne peux être que ça? Et en fait, j'ai besoin d'être en mouvement et d'exprimer des choses, même si parfois j'aime être en retrait. Mais c'est ça qui me porte. Et le vélo en fait partie. D'accord, oui, en fait, oui, toi, tu es dans un dépassement de toi-même parce qu'à la quête de toi-même finalement, et oui, et tu nous rappelles aussi que on n'est pas défini par une identité, une facette, qu'on peut être pluriel et que ça peut être pas mal d'explorer toutes les facettes que l'on connaît de nous, mais aussi celles qu'on ne connaît pas parce que après tout, jusqu'à sa mort, on peut se découvrir chaque jour. Et ça aussi, ça peut être une piste du bonheur intéressante. Ben, écoute, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir partagé ces moments avec nous, qui vont nous faire réfléchir, j'en suis certaine. Et je te souhaite en tout cas de prendre soin
de tes enfants, ton compagnon, de tes projets et de tout ce qui t'attend. Et si tu as encore un ou des bonheurs à nous conter, n'hésite pas à revenir, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai à nouveau. Ça marche. Merci en tout cas pour ton écoute et merci d'être mis à disposition. Je t'en prie, merci beaucoup et je te dis à très vite. D'accord, ça marche. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.